Bonjour, bienvenue à l'œuvre du café du mois d'avril. Comme chaque deuxième mardi de chaque mois, vous en avez l'habitude maintenant, soit par écran interposé, soit en me suivant sur place. Nous avons pour habitude donc de découvrir un objet du patrimoine local. Et c'est aujourd'hui le vieux pont et ses candélabres qui va faire l'objet de notre étude. Alors tout à l'heure, je serai rejointe par Christian Bordenave, qui est conseiller municipal, qui est en charge de l'urbanisme à la ville de Bergerac. Et c'est lui qui va suivre, qui va orchestrer le changement des candélabres du vieux pont qui ont été effectués en 1995 pour un premier changement. Il va nous raconter pourquoi pendant quelques jours le vieux pont sur lequel nous passons tous les jours a été fermé et pourquoi et comment ces candélabres ont été changés. Mais tout de suite, venez avec moi, je vous propose de découvrir l'histoire du vieux pont en quelques minutes, mais avec une passionnante histoire, vous allez le voir. Pour vous parler de l'histoire du vieux pont, j'ai choisi de nous installer ici, sur la culée de l'ancien pont, du grand pont de Dordogne. Cet ancien pont médiéval, construit en 1209, détruit en 1783, va subir, vous l'imaginez, pendant des siècles, bien des péripéties. C'est un pont médiéval construit en pierre, en bois et en mortier de chaux. Il va être emporté définitivement en 1783 par une crue exceptionnelle. Les jurades de la ville de Bergerac nous le racontent. Elles sont conservées aux archives municipales de la ville et elles nous racontent comment le 7 mars, une crue exceptionnelle a détruit ce qui restait, si je puis dire, de notre ancien pont. Ce pont, il a permis tout un commerce fluvial de se développer et en particulier il a permis à Bergerac aux temps médiévaux de prospérer, en particulier pour le commerce du vin. Donc c'est peu dire que ce pont va manquer et il va manquer pendant 42 ans puisque c'est cet espace de temps qui va manquer à la ville pour continuer à se développer et en particulier au commerce et au commerce du vin. Bien sûr, il y avait tout de même un moyen de communication entre les deux rives qui était le bac. Il y avait ici, sur le quartier de la Madeleine, une entreprise qui faisait passer 4000, 6000 personnes, chariots par bac, par un bac qui faisait donc le trajet entre les deux rives. Et puis donc dès 1784, un projet de nouveau pont va être envisagé. Seulement, il y a des soucis, en particulier des soucis financiers. Mais l'État est en devoir de s'engager, en particulier parce que le réseau national routier va être amené à se développer. Et donc c'est l'État qui va financer en partie la construction de ce vieux pont. En fait, en partie seulement, puisque l'État va donner 30% du coût de cette construction, qui va être environ d'1 million de francs. 30% pour l'État, 10% pour le département, 20% à peu près pour la municipalité, un septième à peu près du coût global. Le reste, à qui? Eh bien, à une société, à la compagnie des 5 ponts, qui est dirigée par Pierre Balguerie Stuttenberg, qui est le même financeur que le vieux pont de Bordeaux. Donc c'est grâce à cette compagnie des 5 ponts financeurs qu'on va pouvoir construire, avec l'aide de l'État bien sûr, le vieux pont de Bergerac.
Pas seulement, je vous le disais, la ville va énormément mettre la main au porte-monnaie, va être d'ailleurs obligée d'ajourner certains projets pour pouvoir bien sûr faire ce pont. Et puis on va être obligé aussi, et ça va être une mesure extrêmement impopulaire, de taxer les bergeracois qui vont passer sur le vieux pont. Et ça jusqu'en 1847. On va être obligé de taxer, c'est-à-dire de mettre un péage, tout simplement, hein, à l'entrée du pont, à chaque pile, à chaque culée, pour que les bergeracois et tous les gens qui vont emprunter ce pont participent financièrement par cette taxe au financement du pont. Donc c'est sûr que cette mesure va être impopulaire, mais elle va permettre de financer cette construction, cet ouvrage d'art derrière moi que vous pouvez admirer tous les jours et qu'on oublie parfois. Pour continuer sur cette construction, voilà, les premiers coups de pioche sont donnés en 1822. Et c'est un hasard du calendrier, mais quasiment jour pour jour, après la destruction de l'ancien pont sur laquelle les seules traces ici sont la culée sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Jour pour jour, le 7 mars 1822, on donne les premiers coups de pioche. En 1823, les piles, les deux culées, d'abord celle du faubourg de la Madeleine ici et puis celle à l'entrée de la rue Neuve d'Argenson vont voir le jour. 1823, les piles sont construites, on a fait un cintrage avec le bois dans un milieu aussi hostile que l'eau. Hein. Cette construction du vieux pont va être une construction de type ancien. La révolution industrielle qui arrive un tout petit peu plus tard va amorcer de nouvelles techniques de construction, mais ici on est encore dans un type de construction ancien qui va procéder de deux techniques remarquables, qui est la technique du bâtardot et la technique du caisson immergé. Ces deux techniques vont permettre la construction dans un milieu, je le disais, aussi hostile que l'eau, et avec des débris qui restent néanmoins, même si les débris vont être en grande partie, les débris de l'ancien pont vont être débarrassés du lit de la rivière, mais on va néanmoins garder quelques débris. Et puis surtout, 1822, au premier coup de pioche, bien sûr, tout le travail d'expropriation des maisons à l'entrée du pont aux deux piles principales vont être effectués. Donc 1823, les piles sont montées, le cintrage en bois est défait, on va monter les voûtes et les arches de ce vieux pont. 5 arches ont été choisies à ce vieux pont, 5 arches en pierre. D'où viennent les pierres? De Couze, de Lénac, de Rotersac. Les briques, en premier lieu, les pierres de Rotersac avaient été choisies pour combler les tympans de ces arches, mais en fait c'est les briques du Flé et puis de Camiran en Gironde qui ont été choisies aussi pour le vieux pont de Bordeaux, qui vont être finalement retenues pour la construction de ce vieux pont. Il va y avoir énormément de problèmes, vous l'imaginez, pendant ces 3 ans de construction. En particulier, il va falloir loger les charpentiers, les maçons, les serruriers, tous les corps de métier qui vont participer à cette construction, les manœuvres également, bien sûr. Il va falloir entreposer les pierres, les briques, le bois qui vont servir au cintrage des arches. Bref, il va falloir occuper l'ancien couvent des Cordeliers qui est à 2 pas d'ici, qui va servir de réserve de chantier en quelque sorte. Le quartier Clérat qui est aussi à 2 pas d'ici va servir aussi de réserve de chantier, mais on va faire face à des soucis d'inondation par exemple. Il va pleuvoir énormément en février 1823, donc il va falloir faire face à ça. Le commerce ne va pas s'arrêter, donc le commerce fluvial
va continuer, hein. Il y a à peu près 1500 bateaux annuels qui vont continuer à traverser ici la Dordogne. Donc on va devoir faire face comme ça à plusieurs problèmes. Mais les ingénieurs des ponts et chaussées, Monsieur Girard, puis plus tard, un an après, Monsieur Guichard, et enfin Claude Deschamps, qui va être ingénieur en chef de la construction du pont de Pierre à Bordeaux, va venir aussi en renfort de cette construction. Et on va donc arriver au bout de cette construction en 1825. Alors, 1825, le 4 novembre, c'est la fin du chantier, le pont est livré, mais il va falloir attendre 1826 pour que les piétons puissent emprunter ce vieux pont. Et d'abord les piétons et ensuite un transport hippomobile, hein, les charrettes, les chariots vont pouvoir à leur tour emprunter le vieux pont de Bergerac. En ce qui concerne son éclairage, au milieu du 19e siècle, vers les années 1850, on va avoir 3 réverbères, alors un petit peu plus dans le centre-ville. Je vous rappelle que dès 1808, il va y avoir des lampadaires et des réverbères à Paris et à Bordeaux également. Et ces réverbères, la racine est latine, hein, réverbère c'est frapper en latin. Ces réverbères qui sont d'abord à huile et puis qui vont en passer avec des becs à gaz, la lumière est reflétée par tout un tas de petits miroirs à l'intérieur. Il y en avoir 3 sur le vieux pont de Bergerac. Alors on les appelle réverbère ou lampadaire, hein, qui est un synonyme. Lampadaire en fait est une racine de la mythologie grecque. Les lampades, ce sont des nymphes qui éclairées avec des petits halos de lumière, donc le nom vient de là. Ces réverbères et ces lampadaires vont être remplacés par des candélabres. D'où vient le nom candélabre? Là encore, c'est la chandelle, hein. Bien sûr, en 1667, les premiers éclairages publics de la ville de Paris, c'était des chandelles qui étaient remplacées de façon journalière. Ces candélabres, donc leur nom vient de la chandelle tout simplement. Et vous voyez que le fût est en fonte, le caisson, l'écusson que vous avez remarqué en passant sur le pont, qui représente le blason de la ville, est en bronze. Et tous ces candélabres, bien sûr, vont rester. Ne vous inquiétez pas, un Bergeracois, notre blason en bronze va être conservé. Mais ces candélabres vont être remplacés parce qu'ils vieillissent tout simplement. Et là, je vais laisser la parole à Christian Bordenave qui va nous expliquer depuis 1995 les changements successifs et le renouvellement moderne, c'est-à-dire aujourd'hui, qui vont faire place à ces candélabres anciens. Merci. Nous nous retrouvons au plus près de ce vieux pont pour apprécier son architecture, son architectonique. Il y a 150 mètres qui nous séparent des deux rives et 5 arches, hein, 5 arrondis en plein cintre qui font 25 mètres d'ouverture, vous le voyez, avec les cintres en pierre et puis un remplissage en briques. On peut aussi observer d'ici les boîtiers électriques. C'est seulement au début du XXe que l'électricité va faire son apparition à Bergerac. Et là, pour nous en parler un peu plus précisément, pour cette période moderne, je vais demander à Christian Bordenave s'il veut bien nous rejoindre et nous expliquer les travaux récents sur ce vieux pont. Bonjour Christian. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous pour cette œuvre du café sur le vieux pont et ses candélabres. Alors, je vais vous tenir le micro et puis on va peut-être regarder quelques images que vous nous avez amenées. Mais allez, je vous le tiens ou je vous le branche. Hop. Bonjour à tous. Bon, Christian Bordenave, donc je suis effectivement responsable
à la mairie, enfin élu à la mairie, et je suis aussi à la communauté d'agglomération, mais j'ai surtout été aussi dans une vie un petit peu plus proche mais lointaine aussi, directeur des services techniques de la ville. Donc j'ai participé à la problématique au moins qui était liée effectivement à l'éclairage du vieux pont. Et comme l'a dit Sylvie, je crois qu'il était important pour nous de bien maîtriser ce que l'on allait réaliser par rapport à l'histoire que présente cet ouvrage. Moi je l'assimile souvent au pont de Pierre à Bordeaux, et tout en restant très modeste. Mais c'était une problématique à l'époque, et donc en 1994 effectivement, on a revu l'éclairage qui est celui qui est encore sur le pont aujourd'hui, et j'ai retrouvé une image qui avait été faite à l'époque, et je ne me rappelais même pas que sur ce pont-là, en fin de compte, on avait des luminaires de type routier. Ils n'avaient rien à voir avec effectivement un éclairage lié à un ouvrage historique. Et donc effectivement, la qualité, enfin pour nous, ce qui a été important, c'est de trouver effectivement un système de luminaires et d'éclairement donc qui correspondent effectivement à ce qu'on peut trouver en matière historique. Donc voilà, ce sont donc ces luminaires que vous voyez derrière moi, donc en 3-1, vont être remplacés dans le même séquence, 3 luminaires, 1 luminaire jusqu'au bout. Une partie est en train d'être revue et révisée donc dans une fonderie assez loin d'ici, et tous ces luminaires vont être remis en place pour que fin juin, effectivement, on ait le nouvel éclairage de ce pont. J'en dis un petit mot quand même techniquement. C'est vrai que sur la partie technique, il y a un élément essentiel, c'est qu'on a donc, ça va être des lampes à LED, mais à forte économie d'énergie, puisque quand on calcule l'éclairement futur et l'éclairement actuel, on va diminuer la consommation électrique de 92%, ce qui n'est pas rien sur un ouvrage, et il faut le rapprocher de l'économie globale que l'on va réaliser sur le programme d'éclairage public que l'on a lancé maintenant depuis 2014, on va arriver à une économie globale de 50% sur toute la consommation d'éclairage public de la ville. Donc voilà, donc c'était un élément important. Petite anecdote, parce qu'on a tenu compte effectivement du patrimoine, et on a eu des discussions aussi avec les amis du Vieux-Bergerac, avec l'Architecte des Bâtiments de France, parce qu'on avait un problème qui est un problème technique. Je vais pas aller au-delà, mais en matière d'éclairement, avec les lampes aujourd'hui, on a une puissance telle qu'on a été inquiet à un moment donné. On pensait qu'on ne pourrait pas tenir la séquence 3-1, 3-1, et qu'on serait obligé peut-être de mettre qu'un luminaire. Et en fin de compte, bon, personnellement, j'ai beaucoup insisté auprès de l'entreprise, et qui a enfin trouvé cette solution. Pour terminer, donc c'est un coût de 215 000 € l'opération, est partagée donc entre la ville de Bergerac et, je le cite, le syndicat d'énergie de la Dordogne, donc le SDE 24, qui est notre partenaire dans cette opération de rénovation de l'éclairage public. Voilà, 50% chacun, et donc belle opération qui me tarde maintenant de voir terminer. Voilà, on arrive à la fin de notre œuvre du café. Par écran interposé encore, j'espère que les musées vont bientôt réouvrir. Christian, je voulais vous remercier chaleureusement et vous dire à bientôt, peut-être pour un autre rendez-vous patrimonial. Merci Sylvie, écoutez, très content d'y avoir participé, d'avoir pu mettre en lumière ce bel ouvrage et puis ce que l'on est en train de réaliser, et puis bien sûr à une prochaine fois sans problème. Merci beaucoup. Alors il me reste à vous annoncer les prochaines activités que nous conservons quand même au musée, même si les musées sont fermés. Nous essayons de faire des choses par écran interposé. C'est ce qui aurait dû se passer aujourd'hui, Christian, mais c'est vrai que quand on a un public devant soi, on peut se permettre d'en dire un peu plus. J'espère que les gens
devant leur écran ne seront pas trop frustrés de ne pas en savoir plus sur les données techniques de ce vieux pont. On vous donne rendez-vous pour un tutoriel sur un monotype, une activité manuelle, plastique et artistique avec les enfants et les familles à partir du 10 avril, où vous pourrez le consulter sur la page Facebook de la ville. Même si vous n'êtes pas enregistré, si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, on peut quand même consulter et regarder ce tutoriel. Et puis au mois de mai, nous invitons un architecte qui va nous parler des données techniques du quartier Jean Moulin, l'ancien quartier des Frères Prêcheurs. Comme avec vous, Christian, je donnerai quelques détails historiques, tirés toujours des archives municipales de la ville, des jurades et des historiens qui ont écrit sur le sujet. Nous dévoilerons donc l'histoire du quartier Jean Moulin au mois de mai, le deuxième mardi du mois, comme pour toutes nos œuvres du café. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup Christian, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.